qui consiste en une question et 4 modalités de réponse. Alors, la question est la suivante. Parmi ces 4 situations, quelle est celle qui correspond le mieux à la situation actuelle de votre foyer? Et les individus peuvent choisir une des 4 réponses suivantes. Vous pouvez manger tous les aliments que vous souhaitez, vous avez assez à manger, mais pas toujours les aliments que vous souhaiteriez, ou vous n'avez pas assez à manger, parfois ou souvent. L'insécurité alimentaire, elle est couramment mesurée actuellement dans plusieurs pays, aux États-Unis en particulier, mais aussi au Canada ou en Australie, et finalement assez peu en Europe. Et en France, jusqu'à l'enquête, la deuxième enquête individuelle et nationale sur les consommations alimentaires, l'enquête 1K2, elle n'avait pas été mesurée. Donc, l'enquête 1K2, elle a été réalisée en 2006-2007 par l'ANSES, l'ex-Agence française de sécurité sanitaire des aliments. C'est une enquête qui a été réalisée auprès d'un échantillon national représentatif constitué de près de 3000 adultes de 18 à 79 ans. Dans cette enquête, les consommations alimentaires étaient recueillies à l'aide d'un carnet alimentaire de 7 jours que les individus remplissaient chaque jour au fur et à mesure de la prise des repas. Et également, les individus remplissaient des questionnaires pour renseigner en particulier leurs caractéristiques socio-démographiques. L'insécurité alimentaire, elle a été mesurée avec l'outil que je viens de vous présenter, mais en plus, lorsque les individus avaient répondu ne pas pouvoir manger les aliments souhaités ou pas avoir assez à manger, on leur demandait pour quelles raisons. Est-ce que c'était pour des raisons de régime alimentaire ou bien des questions d'argent ou des questions de temps, etc. Alors les résultats, je vais vous donner les principaux résultats de cette enquête. Alors globalement, 16% des individus, des adultes qui ont répondu, ont déclaré avoir assez à manger, mais pas toujours les aliments souhaités. Environ 1% ne pas avoir assez à manger, que ce soit parfois ou souvent. Et globalement, lorsque l'on croise les réponses à ces questions et les raisons pour lesquelles les individus ont répondu ces modalités, on observe que 12% de la population a déclaré vivre dans un foyer en insécurité alimentaire pour raisons financières. Donc c'est maintenant à ces 12% d'individus que je vais m'intéresser plus particulièrement. Et notamment, nous avons regardé la variation de cette proportion en fonction du niveau de revenu. Et comme le montre ce graphique, s'il y a 12% d'individus en insécurité alimentaire globalement dans la population, cette proportion atteint 21% dans les foyers qui sont considérés comme pauvres, donc dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, qui était autour de 900 € par mois au moment de l'enquête. Et elle est plus faible dans les foyers dont les revenus sont supérieurs au seuil de pauvreté, mais malgré tout, elle est autour de 8%. Donc, y compris dans les foyers qualifiés de non pauvres, il y a une proportion non négligeable d'individus en insécurité alimentaire. Alors maintenant, pour mieux caractériser, mieux connaître le profil des individus vivant dans un foyer en insécurité alimentaire, nous avons réparti la population en 5 groupes. Donc cette diapositive vous montre un petit peu comment on a construit ces 5 groupes. On a gardé le groupe des personnes en insécurité alimentaire et le reste de la population, on l'a réparti en 4 groupes de taille égale en fonction de leur niveau de revenu. Alors on les a appelés SA pour personnes en sécurité alimentaire, de SA1 les personnes qui ont les plus faibles revenus, à SA4 les personnes qui ont les revenus les plus importants. Donc le graphique sous le schéma là vous montre l'évolution du revenu moyen dans les différents groupes. Donc là, on voit à droite du graphique que le revenu augmente entre le groupe des SA1 jusqu'au groupe des SA4, ce qui est par construction en fait des différents groupes. Mais ce qui est important de noter, c'est que le revenu moyen des personnes en insécurité alimentaire, il se situe, il est assez proche du revenu moyen que l'on observe dans le groupe dit SA2. C'est-à-dire que les personnes en insécurité alimentaire, finalement, ils ont un revenu moyen pas si faible que ça. Le revenu moyen des SA1 est quasiment 2 fois plus faible. Donc c'est quelque chose à avoir en tête pour la compréhension des résultats qui vont suivre.
Donc, nous avons d'abord comparé les caractéristiques sociodémographiques de ces 5 groupes et on observe que dans le groupe des personnes en insécurité alimentaire, la proportion de femmes est plus importante que dans la plupart des autres groupes. Ce sont également plus souvent des personnes seules ou vivant dans une famille monoparentale et qui ont une catégorie socio-professionnelle dite faible, c'est-à-dire qu'ils sont plus souvent chômeurs ou occupent un poste d'ouvrier. Nous avons également comparé les conditions de vie et la consommation de tabac entre ces 5 groupes. Comme le montre ce graphique, on voit que la proportion que les personnes en insécurité alimentaire sont moins souvent propriétaires de leur logement, donc elles ont un loyer à payer, soit parce qu'elles sont locataires ou parce qu'elles sont en train d'accéder à la propriété. Elles sont également moins nombreuses à posséder une voiture ou un jardin. Et en termes de consommation de tabac, on voit que celle-ci est beaucoup plus fréquente au sein des personnes en insécurité alimentaire que dans tous les autres groupes. Autour de 45% contre 30%, un peu moins de 30% dans les autres groupes. Quelques indicateurs également sur la perception du niveau de vie ou de l'accès aux soins ont été comparés entre les 5 groupes de population. Et là, ce qui est frappant, c'est de voir que les personnes qui ont déclaré être dans un foyer en insécurité alimentaire sont également plus de 3 fois plus nombreuses que les autres à ressentir d'importantes difficultés financières, c'est-à-dire déclarer que leur situation financière est difficile, voire impossible sans faire de dette. Et par ailleurs, elles sont également quasiment un tiers à avoir dû renoncer à des soins au cours de l'année, contre un peu moins de 10% dans tous les autres groupes, y compris dans le groupe SA1, donc un groupe où le revenu moyen est plus faible que dans le groupe des personnes en insécurité alimentaire. Les derniers résultats que je vais vous présenter concernent les consommations alimentaires et la qualité de l'alimentation de ces 5 groupes. Donc ce graphique, il montre l'évolution les apports alimentaires pour les principaux groupes d'aliments dans les 5 groupes de population. Donc les aliments dont la quantité est la plus importante sont les fruits et légumes. C'est le principal groupe consommé, quel que soit le groupe de population. Mais par contre, on voit clairement que la quantité de fruits et légumes consommés par jour est plus faible dans les foyers en insécurité alimentaire que dans les autres groupes de population. Et ensuite, que cette quantité augmente avec le niveau de revenu, ce qui confirme des résultats connus par ailleurs. Un autre résultat qui peut être souligné concerne les produits sucrés. Là, c'est en gris clair sur le graphique. Donc là, on voit par contre que la quantité de produits sucrés consommés par jour a tendance à diminuer du groupe des personnes en insécurité alimentaire au groupe des personnes ayant les plus hauts revenus. Et quand on regarde les sous-catégories d'aliments, cette différence est principalement liée à une différence de consommation de boissons sucrées. Et dernier résultat, bien que là sur ce graphique on n'observe pas de différence concernant le groupe viande, poisson ou œufs, lorsqu'on regarde les sous-groupes, on observe que la consommation de poisson est plus faible chez les personnes qui sont dans un foyer en insécurité alimentaire que dans les autres groupes. Donc ces différences de consommation en termes de groupes d'aliments ont une répercussion sur la qualité de l'alimentation en général. Donc la qualité nutritionnelle, nous l'avons étudiée à l'aide de 2 indicateurs. À gauche, l'indicateur d'adéquation nutritionnelle moyenne, qui est basé sur la consommation de 22 nutriments essentiels. Et pour chacun de ces nutriments, les apports sont comparés aux apports recommandés. Et plus l'indicateur adéquation nutritionnelle moyenne est élevé, meilleure est la qualité de l'alimentation. Donc le graphique de gauche montre que la qualité de l'alimentation a tendance à être plus faible chez les personnes en insécurité alimentaire que dans les autres groupes et qu'elle a aussi tendance à augmenter avec le niveau de revenus. Et ces résultats sont confortés par le deuxième indicateur
de qualité nutritionnelle que nous avons étudié, qui est la densité énergétique. Donc là, c'est un indicateur de mauvaise qualité nutritionnelle, entre guillemets. Donc là, plus la densité énergétique est élevée, moins bonne est la qualité de l'alimentation. Et le graphique montre que cette densité énergétique est plus élevée dans le groupe des personnes en insécurité alimentaire. Donc, les principaux résultats de cette enquête sont les suivants. On a pu estimer en 2006-2007 qu'environ 12% de la population adulte en France vivait dans un foyer en insécurité alimentaire pour raisons financières. Il s'agissait plus souvent de femmes, de personnes jeunes ayant un faible niveau socio-économique. Elles ressentent beaucoup plus souvent que les autres d'importantes difficultés financières. Elles déclarent plus souvent que les autres avoir dû renoncer à des soins. Et tout ça malgré un revenu moyen plus élevé que dans d'autres groupes de population qui, eux, témoignent de moins de difficultés financières. Donc, on a interprété ces résultats comme finalement dans ce groupe des personnes en insécurité alimentaire qui ont un revenu moyen pas si bas que ça, mais ces personnes doivent être confrontées à des dépenses hors alimentation élevées, notamment pour le logement ou pour le bien-être et la vie des enfants, qui fait que les dépenses liées à l'alimentation sont impactées au détriment de la qualité nutritionnelle de l'alimentation et de la consommation de certains produits dits favorables pour la santé, comme les fruits, les légumes ou le poisson. Donc, cette mesure de l'insécurité alimentaire, qui est assez récente en France, constitue un outil de surveillance des inégalités sociales en matière de nutrition en France, un outil également pour définir les publics prioritaires pour les actions. Et il devrait y avoir des résultats actualisés prochainement, puisque l'enquête 1K3 est en cours actuellement en France par l'ANSES. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Aurélie. Merci beaucoup. Donc, on a vu, Aurélie a présenté les résultats de cette enquête. Il y a une proportion non négligeable de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Tout à l'heure, on a vu, les pouvoirs publics sont mobilisés, les chercheurs sont aussi mobilisés. Donc, je vous propose d'enchaîner avec la présentation de Madame Nicole Darmon, qui va nous présenter les résultats d'une recherche-action qu'elle mène avec son équipe dans un laboratoire de l'INRA. Et elle va nous parler du projet OptiCourse. Ah voilà. Donc c'est bien, oui, parce que ça fait écho à toutes les présentations qu'il y a eu précédemment. La volonté de l'ARS d'agir sur l'alimentation dans les territoires, dans les territoires en difficulté, et justement ce projet OptiCourse a véritablement été lancé par l'ARS, puisque c'est à l'issue d'une demande d'intervenir sur l'alimentation dans les territoires défavorisés en mettant en œuvre des hypothèses qui étaient issues de la recherche. Et c'est ainsi que nous avons commencé OptiCourse. Donc, il y a eu d'abord 2 projets pilotes financés par l'RS-PACA, puis un projet financé par l'INCA, l'Institut national du cancer, pendant 2 ans. Donc, ça fait déjà maintenant plus de 4 ans que le projet existe, et il continue plutôt dans la transférabilité maintenant, c'est-à-dire qu'au début, ce que je vais vous présenter, c'était de la recherche interventionnelle, et maintenant, ça devient de l'action. Mais avant d'arriver vraiment à un routage, une action, on va passer par une phase où on va tester la transférabilité de cette action. Donc, OptiCourse, en fait, l'objectif, c'est d'intervenir sur l'alimentation dans un territoire défavorisé. OptiCourse a 2 volets. On a un volet demande
et un volet offre. Aujourd'hui, je vais vous parler du volet demande uniquement parce que je n'aurai pas trop le temps sinon de tout décliner, mais je vous signale aussi qu'on a un volet offre. Donc le volet offre vise à intervenir dans des supermarchés de proximité pour rendre visibles, attractifs et disponibles des aliments de bon rapport qualité nutritionnel-prix en faisant appel à une démarche de marketing. C'est du marketing social, mais c'est du marketing. Donc, bon, ce volet, aujourd'hui, je ne vous en parlerai pas. Je vous parlerai du volet demande, qui a un format plus classique, puisqu'il s'agit de mettre en place des ateliers, donc des ateliers collectifs. Et le point original, là, c'est que nous sommes appuyés sur les achats réels, sur les tickets de caisse des personnes, en leur demandant même de conserver leur ticket de caisse de façon à ce que ça serve de matériaux de base pour les échanges pendant les ateliers. Donc notre hypothèse, c'est qu'en se basant sur une approche multipartenariale, territoriale et participative, et en intervenant sur un territoire défavorisé, eh bien, il est possible d'améliorer le rapport qualité nutritionnel-prix des achats réels de personnes et bien sûr en partant aussi justement de ces achats réels. Alors nos principes, ce sont les principes de promotion de la santé, c'est-à-dire partage des savoirs et des savoir-faire. Nous avons aussi eu énormément d'allers-retours entre recherche et terrain, et ça c'était la richesse et la lourdeur à la fois de mener une recherche interventionnelle. Tous nos outils ont été co-construits, que ce soit les outils d'intervention, les outils d'évaluation. Ils ont été co-construits avec les publics et aussi des personnes relais. On a eu une évaluation du projet tout au long du projet. Donc c'est ça aussi qui a permis d'adapter le projet et de co-construire, parce qu'en fonction du retour de l'évaluation, on a adapté nos protocoles et nos outils. Et pour l'évaluation d'impact et l'évaluation quantitative, on a à chaque fois essayé au maximum d'éviter des questionnaires à l'emporte-pièce et d'être sur le mode du jeu. Donc à chaque fois, finalement, inventer des formats qui soient ludiques et qui soient à la fois rigoureux et ludiques, de façon à ce que des personnes ne se sentent pas jugées ou classées dans des cases. Donc, je vous montre ici le petit leaflet de présentation des ateliers OptiCourse pour que vous vous rendiez compte un peu de ce qui s'y passe. Donc, c'est en général 5 séances de 2 heures chacune, espacées de 15 jours et 1 mois pour la dernière. On va aborder les achats des personnes, mais avant tout, la première séance, elle est destinée à faire du groupe, créer du lien, mettre en confiance. Et ça, c'est un petit peu paradoxal parce que justement, quand on est dans la recherche, on aimerait pouvoir avoir un vrai temps zéro où on pose aux gens toutes les questions qu'on aimerait leur poser et pour voir si 5 semaines après ou enfin 2 mois après, on a modifié ce temps zéro. Mais en réalité, quand on est dans l'intervention, ce n'est pas possible. Parce que le temps zéro, il faut vraiment qu'il soit destiné à créer du lien, sinon les personnes ne reviendront pas, sinon l'intervention ne se passera pas bien, et il n'y aura pas les échanges qu'on souhaite. Donc on va leur demander à chacun de garder leurs achats pendant 1 mois, les achats de leur foyer. Donc on va les accompagner pour le faire, que ce ne soit pas trop lourd pour eux. Et dans les séances qui vont suivre, eh bien, on va ensemble avec eux analyser ces achats. Enfin, nous, on va analyser les achats et leur donner notre diagnostic sur ces achats. Et il y a aussi beaucoup d'animations qui vont se faire autour de comment acheter, où est-ce qu'on achète les choses, avec quel bon plan. Donc là, il y a beaucoup de partage d'astuces et de bons plans. Il y a des jeux, donc je vous l'ai dit, les jeux font partie à la fois de l'intervention et de l'évaluation. On a des jeux sur les couples d'aliments, on a des jeux sur les groupes d'aliments. On a surtout le jeu des courses qu'on a développé de A à Z. En fait, on a constitué un catalogue
de produits avec des vrais aliments, des vrais prix. Et en fait, on demande aux personnes de faire leurs achats, des achats pour leur foyer pendant 2 jours, en première séance et puis en toute dernière séance. Et c'est ça qui va nous permettre d'évaluer l'impact sur les achats avec des techniques d'économie expérimentale de façon à inciter vraiment au mieux les personnes à dire ce qu'elles auraient fait, ce qu'elles auraient réellement acheté. Et puis, on a aussi un jeu dégustation où pendant une partie d'une séance, il y aura une dégustation à l'aveugle de produits et qui vont différer en prix et en marque. Mais en fait, l'idée, c'est de revoir, de retravailler sur la perception des aliments et de la relation entre le prix et la qualité nutritionnelle des aliments. Donc, je vous livre ça un petit peu en vrac. Bien sûr, je n'ai pas le temps de vous détailler les ateliers au pas à pas, mais je pense que j'ai à peu près donné l'esprit de ces ateliers. Et donc maintenant, quelques exemples. Par exemple, on a un jeu qui est celui du caddie vierge avec un ticket exemple. Donc les personnes viennent avec des tickets, je vous ai dit, c'est notre matériau de base pour les échanges. Et c'est ça qui nous permet de faire passer aussi de l'information, bien sûr. Donc là, on va prendre soit un ticket exemple, parce qu'on en a quelques-uns dans nos pochettes, soit un ticket qu'un participant a apporté ce jour-là, parce qu'il nous semble suffisamment représentatif. Et donc, le jeu, ça va être de voir combien on dépense pour chaque groupe. Donc, chacun va analyser le ticket pour savoir combien on a dépensé pour le groupe viande, poisson, œufs, pour les féculents, pour les fruits et légumes. Donc, ça aide à classer. Et puis, c'est très concret parce que ça parle du budget alimentaire. Donc, je vous l'ai dit, chacun recueille des tickets de caisse pour un mois. Et donc, nous, derrière, on va analyser et faire un diagnostic à la fois en équilibre alimentaire, donc l'équilibre des grands groupes d'aliments dans ces achats, mais aussi budgétaire, puisque vraiment notre intervention, c'est sur la qualité et le prix, et avec l'objectif d'augmenter le rapport qualité nutritionnelle-prix. Et donc, on s'est rendu compte que rien que le fait de commencer, de constituer, de garder ces tickets, ça faisait beaucoup réfléchir les gens. Ça les amène à se poser des questions sur leur choix. Et donc, déjà, c'est extrêmement favorable, ne serait-ce que de ce côté-là. Alors, on a aussi développé un outil dont on est très fier, qui s'appelle le livret prix seuil. En fait, l'objectif, c'est de permettre aux personnes de savoir quels sont les aliments de bonne qualité nutritionnelle, ça c'est une chose, mais aussi de leur donner des repères pour savoir à quel prix les acheter. Et donc, ce livret prix seuil contient à peu près 150 aliments. Et pour chacun de ces aliments, il y a un prix qui est marqué en face, qu'on a appelé le prix seuil. Et ce prix seuil, c'est le prix en dessous duquel, quand vous achetez cet aliment, non seulement c'est bien pour la santé parce qu'il est de bonne qualité nutritionnelle, mais c'est aussi très bien pour votre porte-monnaie parce que c'est une bonne affaire. Et en fait, ça c'est très pratico-pratique. Ce petit carnet peut se mettre dans un sac ou dans une poche. Il peut donc être utilisé directement quand on fait ses courses. Donc, dans l'évaluation qualitative que nous avons eue, il a été vraiment très bien apprécié par les personnes qui s'en servent. Et il y a eu aussi des effets inattendus, qu'on n'avait pas anticipés. Notamment le fait que les personnes ça leur permet de se rendre compte qu'elles achètent déjà des aliments de bonne qualité nutritionnelle et qu'elles les achètent au bon prix. Parce que très souvent, elles les achètent déjà en dessous du prix seuil qui est indiqué dans le livret. Autre point qu'on n'avait pas vraiment non plus anticipé, c'est que parfois, on vous dit qu'un aliment est de bonne qualité nutritionnelle, mais si ça ne fait pas partie de votre culture ou de vos habitudes, c'est d'autant plus difficile de le faire rentrer dans votre répertoire et de l'acheter que vous ne savez pas non plus à quel prix
il est bon de l'acheter. Donc là, ça donne aussi un repère pour des aliments que les personnes, jusqu'ici, n'auraient pas eu l'habitude d'acheter. Donc voilà un exemple de ces pages du livret prix seuil. Alors je vous l'ai dit, on a de l'évaluation qualitative, on a une évaluation quantitative. Donc l'évaluation quantitative, ce sont ces paniers avant-après. Donc la première chose dont on s'est rendu compte, là, qui ne figure pas sur cette diapo, quand on compare les paniers avant et les paniers après, c'est que très probablement nos 5 séances d'atelier ont permis aux personnes de mieux planifier leurs achats, de mieux anticiper, d'être moins prises au dépourvu dans cette situation de devoir faire des choix pour faire ses courses pour 2 jours pour le foyer. Puisque le premier résultat, c'est que finalement, les paniers après avaient des quantités d'aliments et donc des apports caloriques bien plus réalistes que les paniers avant. Les paniers avant avaient tendance à être ultra remplis avec des listes beaucoup trop longues et des quantités de calories assez irréalistes par rapport aux besoins du foyer. Donc ça, c'est un premier résultat. Et le deuxième résultat n'est pas sur la quantité, mais sur la qualité, puisque ce qu'on a vu, c'est une amélioration significative en termes de qualité et des achats donc virtuels, plus importants de fruits et de légumes et moins importants de produits gras et sucrés. Donc on était relativement satisfait de ce résultat. Donc les conclusions, c'est que nous avons eu des résultats favorables en termes de modification des achats, un accueil favorable sur les protocoles, les outils et la démarche, aussi bien par les participants aux ateliers que par les structures. Une articulation entre recherche et action qui a réellement permis de confronter la théorie et la pratique, notamment cet outil prix seuil. En fait, il vient d'une idée qui était au départ issue de la théorie, qui était celle que pour avoir une alimentation de bonne qualité nutritionnelle à un petit prix, il fallait spécifiquement choisir des aliments de bon rapport qualité nutritionnelle-prix. Donc ça, c'est des choses qui avaient été démontrées de façon un peu théorique, mais quand il a fallu passer à la vraie vie et dire quels sont les aliments de bonne qualité de bon rapport qualité nutritionnelle-prix, ça a été toute une autre phase de la recherche et qui nous a donc permis d'arriver à co-construire ce type d'outils, notamment le livret prix seuil. Donc notre objectif actuel, c'est de tester la transférabilité des méthodes et des outils dans différents contextes et auprès de différents publics. Et donc ça se fait dans le cadre d'un projet pour 2 ans qui est piloté cette fois-ci par le CRES et qui implique les CODES de la région PACA. Et nous avons aussi un projet en discussion avec le pôle des services à la personne et avec la CAF. Voilà, je vous remercie beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un site opticourse.fr. Voilà, et si vous voulez en savoir plus tout de suite, on peut prendre des questions. Donc tout à l'heure, il y avait une question. Voilà, allez-y. Non, en fait, je voulais poser une question après l'intervention de Madame Autant, parce que donc vous avez abordé la question de la promotion de l'alimentation au lycée, et je voulais savoir comment vous assurez le lien avec les familles, puisque le thème de la journée c'est celui-ci. Je voulais savoir quelles actions de communication vous faites avec les familles pour les associer à ce dispositif de promotion de l'alimentation auprès des lycéens. Ça me semble important puisque vous essayez vous poursuivez l'objectif d'améliorer la santé des lycéens par l'alimentation. Je voulais savoir quelles actions de com comment vous les associez au projet en fait. Non, à ce jour, on n'a pas de stratégie spécifique. Aujourd'hui, ces discussions ont souvent lieu dans les conseils d'administration
des lycées, puisque c'est un travail souvent collectif. C'est avec les représentants des parents d'élèves qu'on essaye de parler. Chaque fois qu'on fait des réunions autour des sujets d'alimentation, de tarification, on a pas mal de groupes de travail qui tournent au niveau de la région. Donc on associe les parents d'élèves qui sont intéressés au premier chef. Mais je confesse que, alors on n'a pas de travail aujourd'hui de communication spécifique en direction des familles particulièrement. C'est sans doute quelque chose auquel il faudrait penser. Bon, vous avez pu comprendre au travers de mon intervention que c'était assez compliqué à mettre en œuvre. Mais il est vrai que souvent, quand on parle de restauration, ce qui souvent remonte, c'est plus une problématique de prix de la restauration, de coût, que de qualité. Là, on a un vrai besoin de demande sociale des familles pour qu'il y ait une exigence de la qualité et de ces problématiques aussi, qui remontent et qui mettent un peu la pression. Le travail qui a été fait de constituer le service autour de la qualité aujourd'hui, il n'a pas été facile à faire. Il a fallu embaucher des gens, etc. Donc c'est toujours très compliqué dans des institutions, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Néanmoins, c'est un axe majeur de notre politique. Et alors on a toujours cette difficulté pour être en lien direct avec les familles. C'est au lycée que ça se passe. Et au lycée, nous ne sommes, on va dire, que on fait de l'entretien. C'est difficile d'avoir le contact direct avec les familles sur ces sujets-là. Mais vous avez raison de le souligner, et c'est sans doute un travail qui est à envisager. Parce que quand même, dans cette optique-là, continuer de mobiliser la famille autour du bien manger, ça me semble aussi fondamental, parce que c'est un continuum, en fait. Bon, avec les moyens que les familles ont, peut-être pas du bio, justement, parce que peut-être ça sera impossible pour eux de le continuer, mais l'objectif d'améliorer la santé des jeunes par l'alimentation, ça peut être aussi un objectif pour les familles. Bien sûr. Alors, si vous vous rappelez la petite intervention, le petit zoom que j'ai fait sur Montsartou, c'est vrai que le vecteur des jeunes eux-mêmes est important. Montsartou, bon, c'est vrai que c'est une politique qui se fait sur du très long terme. Nous, on n'en est pas encore là. J'espère que les choses vont s'installer dans les pratiques de la région pour qu'il y ait une véritable continuité, que ces problématiques-là ne fassent pas, voilà, que ce ne soit pas un coup de com', justement, mais que ce soit une réalité qui s'ancre dans nos pratiques. Et aujourd'hui, on le souligne chaque fois, pour moi c'est un modèle, le travail qui est fait à Montsartou, parce qu'il y a une véritable continuité, et ça vient par le vecteur des jeunes enfants, ça rentre dans les familles. Il y a cette implication-là, c'est toute la dimension éducative qui est faite auprès des jeunes, elle est majeure pour ce qui est de ce contact qu'on peut avoir avec eux autour de ça. Mais bon, je retiens, on essaiera de voir ce qu'on peut faire comme communication pour qu'ils nous demandent des choses, parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas oublier que les politiques peuvent avoir les meilleures idées du monde, mais il faut vraiment qu'ils aient une demande sociale en face, parce que ça motive. Vous vouliez prendre la parole, Madame Marquis ? Oui, ce n'était pas une question, c'était plus une remarque, notamment à partir du projet Opticourse. Nicole Darmon a dit qu'elle présentait le volet demande, c'est-à-dire tout le travail qui a été mené auprès de la population. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y avait aussi un volet offre, c'est-à-dire un travail qui a été mené auprès des offreurs de produits alimentaires. Et c'est vrai que là, les collectivités locales, notamment les villes, ont toute leur place, parce qu'une institution comme l'ARS, on peut financer effectivement des actions de formation, des actions d'information qui s'adressent au public. On demande aux personnes de modifier leur comportement, mais encore faut-il que l'environnement de proximité dans lequel elles sont permette ces modifications de comportement. C'est-à-dire que demander à des personnes de manger des fruits et des légumes quand il n'y a pas de marché en proximité, quand il y a des produits certes qui seraient de qualité mais extrêmement loin, ça
reste toujours très difficile. Donc il y a bien effectivement tout un travail à mener aussi sur ce qui est offert et notamment sur tout l'environnement. Et là, les villes notamment ont un rôle fondamental. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Bon, alors allez-y, on vous écoute. J'ai regardé là à l'instant sur le site internet Opticourse. J'ai pas trouvé le livret prix seuil. Du coup, je m'intéresse aux On va vous outils. répondre. Alors, c'est-à-dire vous n'avez pas trouvé... Pas du tout, du tout? Il n'y a même pas une petite photo? Ah bon, Il y a une d'accord. photo, mais je trouve pas le document. Ah oui, 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 d'accord, d'accord. Non, non, le document, il n'est pas téléchargeable, effectivement. En revanche, on vient d'envoyer un article au cahier de nutrition et diététique qui décrit précisément toute la méthodologie pour arriver à ce prix seuil, parce que voilà, ça a été aussi un travail un petit peu complexe. Et dans cet article, il y aura la liste de tous les aliments avec leur prix seuil. Voilà. Par contre, aujourd'hui, l'outil, non, il n'est pas en accès libre. Il va d'abord être testé dans le projet régional coordonné par le CRES dans différents contextes. Et on considère que ça fait partie, ça doit être accompagné par le protocole général Opticourse, et ce serait peut-être pas, on n'est pas encore persuadé qu'aujourd'hui c'est un outil qu'on peut prendre comme ça et puis utiliser dans un autre contexte. On n'est pas vraiment sûr de ça, donc on préfère pour l'instant le garder dans le protocole Opticourse. Merci. Donc on a vu la mobilisation des instances publiques, la mobilisation des chercheurs, des scientifiques. On ne pouvait pas ne pas évoquer la mobilisation des associations. La présence de certains d'entre vous en témoigne ici. Donc on va donner la parole à Madame Caroline Mess, qui est directrice de l'association Famille Amitié Cité à Toulon, et donc qui va nous faire part de son expérience de terrain. Oui, bonjour. Donc, je suis Caroline Maès. Je dirige Famille Amitié Cité qui se trouve à Toulon, à Toulon-Ouest plus précisément, dans un quartier prioritaire dans le cadre de la politique de la ville, qui est le quartier de Pontcarral. Et donc, cette association est à la base un centre aéré, un centre de loisirs plutôt sans hébergement d'enfants de 6 à 11 ans. Donc, on fait tout ce qui est périscolaire, soutien scolaire, pédibus, les vacances aussi, tout ce qui est événements dans le quartier et aussi des ateliers adultes, donc couture, sport, cuisine, des réunions avec les adultes. Alors, moi, je vais vous faire part de nos différentes expériences au niveau du terrain, au niveau de l'éducation alimentaire. Juste, je resitue donc mon intervention. Nous sommes membres de l'UDAF depuis 2 ans et ce partenariat nous aide énormément pour nous former, nous informer, pour nous aider dans nos actions, surtout liées aux familles et surtout liées à notre projet pédagogique qui, en 2014-2015, est tourné vers l'environnement et la nutrition. Donc, cette action développer l'éducation alimentaire est partie d'un constat que nos jeunes et nos familles des quartiers, surtout de Pontcarral, avaient une mauvaise habitude alimentaire et avaient des tendances aussi à la sédentarité. Donc, il nous paraissait pour nous essentiel de faire découvrir ou redécouvrir les saveurs, les produits, ainsi que les principes élémentaires d'hygiène pour ces familles-là. Donc, on s'est fixé des objectifs. Donc, cette année, on s'est fixé 3 objectifs. Donc, le premier, c'est de rendre l'enfant, l'adulte, capable de savoir qu'est-ce qu'un menu équilibré. Donc, pour cela, on a mis en place différentes actions. Donc, par exemple, pour tout ce qui est vacances, le premier jour des vacances, on accueille les parents avec les enfants et on fait un petit déjeuner équilibré pour leur montrer ce que c'est un petit déjeuner équilibré. Aussi, nous faisons des ateliers cuisine, alors aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes, pour leur apprendre comment cuisiner, comment utiliser des produits, des fruits et légumes,
Donc ça s'intègre aussi dans nos journées famille. Donc nous faisons généralement une fois par mois des journées famille. Donc les parents préparent le repas avec les enfants et nous mettons à table tous ensemble autour d'une table, pour partager ce repas. Exemple, pour les vacances de la Toussaint, nous avons fait un énorme hachis parmentier avec les parents et les enfants. Donc les enfants sont allés acheter les légumes, la viande, les mamans ont préparé le hachis parmentier, on s'est tous assis autour de la table. Donc les enfants ont vraiment adoré partager cet hachis parmentier parce qu'ils ont vu du début jusqu'à la fin ce que c'était. Donc c'était marrant, certaines réflexions sur la viande et les pommes de terre qu'ils n'avaient jamais vues autre que coupées en frites, donc c'était drôle. Donc on essaye aussi de les sensibiliser, des menus équilibrés, donc à savoir qu'on est un centre aéré, donc associatif, donc on n'a pas de service cantine, donc ce sont les enfants qui apportent leur repas. Et donc effectivement, on a donné des bases en disant pas de soda, pas de pizza, d'essayer de faire des menus équilibrés. Donc effectivement, on fait attention avec les animateurs que leur repas et leur goûter aussi soient équilibrés. De plus aussi, on a de la chance d'avoir sur un autre quartier aussi prioritaire, juste à côté de chez nous, une épicerie solidaire qui nous fournit parfois en fin de semaine des fruits et légumes. Donc, ce qui permet aux familles de repartir aussi avec des fruits et légumes pour pouvoir garantir la continuité de leur repas. Donc ça, c'était le premier objectif, c'était les menus équilibrés. Notre deuxième objectif aussi, c'était de rendre les enfants, les adultes, capables de connaître les différentes règles alimentaires. Donc là, effectivement, par rapport à ça, on s'est appuyé, parce que nous ne sommes pas des spécialistes des règles alimentaires, sur des partenaires comme le CODES, par exemple, ou sur Toulon Axis, qui viennent régulièrement auprès des enfants ou auprès des adultes pour faire des ateliers avec des jeux et comme ça les informations passent plus facilement auprès des enfants. Nous faisons aussi attention à ce que les repas soient à heure fixe, les goûters, les déjeuners. Nous faisons aussi pas mal d'affichage au sein de notre structure, donc communication, des numéros de téléphone ou des affiches, images pour que les adultes, mais les enfants, puissent aussi être informés. Dans le cadre de règles alimentaires aussi, nous avons mis en place des ateliers plus vers les adultes, parce que effectivement, ce qui a été dit ce matin aussi, que c'était les adultes qui passaient, transmettaient aux enfants. Donc, par exemple, nous avons mis en place des ateliers qui s'appellent cuisiner à petit budget, faire des économies. Donc, c'était leur montrer qu'on pouvait avoir des repas équilibrés à petit budget. Et bien sûr, on fait la théorie, mais on passe à la pratique à côté. Comme ça, ils voient concrètement les choses. Des choses basiques aussi, comment conserver les aliments, parce que c'est vrai que pour éviter le gaspillage, et parfois ils ne savent pas du tout conserver les aliments, les produits. Et on a mis aussi en place un petit atelier d'apprendre à nettoyer sa cuisine aussi, qui aide au niveau de l'éducation alimentaire, surtout pour nettoyer son frigo ou tous les ustensiles nécessaires à la cuisine. Donc ça, c'était notre deuxième objectif. Et notre dernier objectif, c'est de rendre l'enfant et bien sûr l'adulte capable de savoir d'où viennent les aliments et leur saisonnalité. Donc pour cela, on a mis en place différents ateliers où on a mis en place des ateliers avec des fruits et des légumes de saison, donc les ateliers cuisine, aussi bien pour les enfants et les adultes. On a mis aussi en place, alors ça c'est plus avec les enfants, on entretient un mini potager, donc on a une éco-ferme qui est pas très loin de notre association et les enfants entretiennent leur potager, donc ce qui leur permet de voir concrètement aussi leurs fruits et légumes.
Et effectivement, on a mis en place aussi un affichage de chaque mois des calendriers des fruits et légumes de saison. Donc ça, c'est important aussi. On est parti avec eux aussi plusieurs fois visiter donc, le marché pour voir des étals au marché, les métiers de bouche aussi pour voir voilà, une boucherie, une pâtisserie, une boulangerie. Voilà, parce que pour leur dire que ça n'arrive pas tout près dans leur assiette, mais qu'il y a tout un fonctionnement. Donc effectivement, pour nous, c'était important de mettre en place cette éducation alimentaire parce que voilà, les gens de quartier ne se sentent pas forcément concernés par ça, trouvent que effectivement les produits, c'est cher, ils ne savent pas les cuisiner. Donc nous, on a décidé depuis 3 ans de les sensibiliser et de se mettre à leur disposition pour acquérir des bons réflexes. Et c'est marrant parce qu'au début, on avait du mal. Là, c'est en train de rentrer dans les mentalités des personnes qui fréquentent l'association, parce qu'ils nous demandent toujours où sont, quand l'épicerie solidaire, les vendredis, nous apporte les fruits et légumes, où sont les fruits et légumes pour qu'ils puissent chercher leurs endives et leurs champignons, parce que la première fois qu'ils ont vu des champignons, ils ne savaient pas, adultes, comment les cuisiner, donc à part les mettre sur les pizzas, ils avaient du mal à voir à quoi ça servait des champignons, comment on pouvait les cuisiner. Il y a aussi, alors ce qui est marrant, les enfants aussi entre eux qui se surveillent, voilà, en disant oh, mais toi tu as encore une pizza ou tu manges encore des pâtes, tu n'as pas de fruits en dessert. Donc effectivement ils ont des petits réflexes, donc c'est marrant. Et même parfois il y a des parents quand ils nous apportent les repas de leurs enfants qui s'excusent de ne pas avoir eu le temps de cuisiner et qui ont mis un repas tout prêt, voilà, qui ont mis des sandwichs au lieu d'un repas cuisiné. Donc c'est vrai qu'au niveau des points positifs, voilà, ces pratiques sont en train de s'ancrer un peu plus dans nos bénéficiaires. Donc tout ça, bien sûr, ce que j'ai oublié de vous communiquer, c'est toujours accompagné d'activités physiques. Effectivement, pendant les vacances ou pendant les mercredis, il y a des sorties au stade. Nous avons une salle de boxe aussi, donc effectivement, et puis surtout, voilà, des activités physiques, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et d'ailleurs, depuis septembre, les mamans nous ont fait une demande de faire un petit atelier sport, fitness, pour pouvoir continuer à bouger et d'être encadré. Donc c'est toujours des points positifs. De plus, on forme notre personnel, les animateurs qui interviennent sur le terrain. Je repense au CODES qui forme ce personnel sur cette éducation alimentaire. Et les parents s'impliquent de plus en plus dans la pratique alimentaire de leurs enfants et de l'association, donc de Famille Amitié Cité, qu'ils fréquentent. Après, c'est vrai qu'au niveau des petits points négatifs, c'est toujours des actions qui sont financièrement un peu onéreuses. Donc, comme on est association, on cherche toujours 3 sous pour pouvoir acheter des fruits et légumes ou les emmener à droite à gauche. Donc, effectivement, c'est une contrainte plutôt financière et surtout, il ne faut pas lâcher, il faut être toujours derrière. Si à un moment on lâche, effectivement, les mauvais travers reviennent. Et donc, la pizza et les sandwichs, kebab et frites seront de retour au centre aéré et au centre en général. Donc, juste pour conclure, c'était juste pour vous dire que dans un souci d'éducation à la santé, il nous semblait pour nous important de transmettre les vertus d'une alimentation de qualité et les bienfaits de l'exercice physique. Notre rôle pédagogique est de stimuler le goût et d'encourager l'effort et d'éveiller la curiosité de nos bénéficiaires et d'être un point important au niveau de l'alimentation, au niveau des quartiers et du quartier de Pontcarral. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors avant de terminer cette table ronde qui était consacrée à l'alimentation et à la nutrition, est-ce qu'il y a encore des questions ou des réactions ? Monsieur. Oui, bonjour. Donc Didier Boissin pour l'association des paralysés de France.
Je voudrais un petit peu revenir à ce qui se cache, je veux dire, derrière la malbouffe et la mauvaise alimentation, que ce soit pour les personnes, on va dire, entre guillemets, valides et les personnes handicapées. C'est un problème, je pense, de ressources. Hein, tout à l'heure, Madame Bocquier l'a fort justement fait remarquer. Et c'est vrai que souvent les personnes handicapées vivent avec le minimum ressources, l'allocation adulte handicapé, ce qui ne me permet pas de se nourrir et de vivre décemment. Voilà. D'autres réactions? Est-ce que quelqu'un à la tribune veut rajouter quelque chose? C'est bon? On vous remercie toutes les 5, en tout cas. Merci beaucoup pour cette table ronde très, très intéressante. On va suivre le même principe. Alors, il n'y aura plus que 2 voix au lieu de 5. Et on ne va plus parler d'alimentation, mais de santé-environnement. Donc, avec Madame Virginie Pouget pour le Conseil régional et puis Madame Muriel Andrieux-Semel pour l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si... Ah voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, certains d'entre vous étaient présents vendredi, en tout cas Monsieur Le Carpentier que j'ai rencontré tout à l'heure était là. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres qui sont dans l'Assemblée aujourd'hui. Mais donc il y a eu un forum vendredi dernier au sein de l'hôtel de région pour relancer le processus de consultation sur le prochain plan régional santé-environnement. Donc Virginie Pouget de la région et moi allons vous présenter ce qui s'est passé vendredi, vous faire un retour sur ce forum. Et l'idée de faire ce retour dans cette instance, c'est de voir dans quelle mesure vous pouvez prendre votre place de façon plus importante qu'elle n'a été jusqu'à présent dans ce processus d'élaboration des enjeux pour les 5 ans à venir. C'est-à-dire que le prochain plan régional santé-environnement, donc partira des années 2015, donc de cette année jusqu'à l'année 2019. Et l'idée, en général, c'est qu'on a une année d'élaboration qui se base sur une large consultation à laquelle nous souhaitons vous associer et 4 années de mise en œuvre. Alors ça, c'est simplement pour vous dire que l'élaboration d'un plan national santé-environnement, Daniel Marquis vous a présenté d'autres plans en matière d'alimentation, nutrition, santé, est inscrit dans le Code de la santé publique, donc depuis la loi du 9 août 2004. Ce plan est élaboré au niveau national tous les 5 ans. Donc là, il est sorti et a été présenté à la conférence environnementale des 27 et 28 novembre dernier. Et il est prévu, donc, notamment au niveau des agences régionales de santé, mais pas uniquement, que ce plan régional santé-environnement fasse partie des programmes qui sont déclinés au niveau régional. Ce plan, aujourd'hui, a un triple pilotage. Donc, les acteurs institutionnels que sont l'Agence régionale de la santé et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et le Conseil régional qui, comme le signalait Madame Autant, a rejoint le dispositif depuis 1 an. Voilà, pour vous faire un bref historique, nous en sommes à la 3e génération de plans santé-environnement. Le premier plan était un plan très classique, c'est-à-dire qui ne réunissait que les administrations quasiment. Il portait sur les années donc 2004 à 2008. C'était la première fois qu'on élaborait ce type de plan sur les enjeux santé-environnement. C'est un des 5 grands plans de santé publique, avec le plan cancer notamment. Et puis, la seconde génération de plans que nous venons de clôturer s'est déroulée sur les années 2009 à 2014, avec là le choix résolument différent d'associer vraiment un large partenariat. Alors, il faut savoir que ce deuxième plan avait été élaboré dans la dynamique du Grenelle, et donc on a retrouvé à côté des institutions classiques que sont la santé, l'environnement, l'agriculture et le travail, des
partenaires comme le monde économique, les associations qui ont pris une très large part au PRSE2, les salariés, bien qu'ils soient beaucoup plus impliqués dans d'autres plans comme le plan santé-travail, mais leur place est également dans le plan santé-environnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les discussions qu'on a eues sur le 3e plan régional santé-environnement nous poussent à nous poser la question de vraiment représenter dans le cadre de ce 3e plan le grand public, qui jusqu'à présent a été assez absent de nos démarches, même si on a eu des phases de consultation. Je crois que le sujet santé-environnement n'est pas forcément un sujet facile à s'approprier. Je ne sais pas si pour vous ça représente quelque chose, le sujet santé-environnement, mais c'est vrai que notre ambition, en tout cas dans la présentation de ce plan, c'est de vous expliquer un peu mieux de quoi il s'agit et comment vous pourriez y prendre votre place. Donc, le plan santé-environnement est en lien avec d'autres types de plans dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'articule notamment avec le plan Éco-Phyto, donc en matière d'agriculture et de réduction de l'usage des pesticides, le plan national nutrition-santé, je n'en cite que 3, mais il y en a bien d'autres, et le plan régional santé-travail. Alors, pour vous donner ce qui est ressorti du 2e plan régional santé-environnement, pour que vous ayez un peu le résultat de cette mise en œuvre qui a été assez longue, il faut que vous sachiez que la région PACA a été la première région à mettre en œuvre son plan régional santé-environnement. On a été les premiers à signer une charte. Qu'est-ce que ça a eu comme avantage? Ça a eu comme avantage qu'on a eu vraiment 4 ans de mise en œuvre, là où certaines régions n'en sont qu'à 1 ou 2 années de mise en œuvre de leur plan régional santé-environnement. Il faut savoir que ces plans ont été démarrés en pleine réforme générale des politiques publiques et que donc la mise en œuvre a été très différente selon les régions. Pour cette 3e génération de plans, nous échappons en PACA à la réforme territoriale et donc au rassemblement de certaines régions, ce qui va nous permettre de continuer sur la lancée de ce forum et de vraiment lancer l'élaboration dès ce début d'année. Dans d'autres régions, c'est un peu moins évident, sachant qu'il y a des regroupements à opérer avant de lancer ce type de démarche. Donc il faut profiter de la continuité qu'on peut avoir sur la mobilisation du réseau. Donc les acquis, je dirais, du PRSE2 aujourd'hui, c'est le fait que les enjeux du plan régional santé-environnement, je vous ai posé à l'entrée de la salle des petits livrets, j'aurais dû en prendre un, mais je l'ai laissé là-haut, des petits livrets qui présentent le PRSE2. Donc si vous voulez les prendre à la sortie, c'est vraiment sur une table à droite en sortant. La façon de procéder dans l'élaboration du PRSE2 est probablement celle qu'on retiendra également pour l'élaboration du PRSE3, ça a été de partir dans les territoires, questionner les territoires sur leurs enjeux. Et l'idée de ce PRSE3, c'est de vraiment encore élargir les interlocuteurs qu'on aura au niveau des territoires. Donc ça, on y réfléchira. Si vous avez des propositions, en tout cas d'ores et déjà, on sollicitera bien sûr l'URAF, comme ça avait été fait dans le cadre du PRSE2. Merci beaucoup. Il s'agit de ce petit livret. Si vous voulez en prendre un, ça vous donnera une bonne idée de ce que c'est que le PRSE2. Donc l'idée, c'est que dans le 2e trimestre de cette année, nous allions dans les territoires et que vous puissiez chacun, en ce qui vous concerne au niveau de vos territoires, vous raccrocher à cette consultation sur le PRSE3 pour pouvoir faire valoir, je dirais, la place de la famille et dans le cadre de ces démarches. Donc ce PRSE a permis également de renforcer la synergie entre les membres du réseau régional santé-environnement et de développer des partenariats, d'impliquer les associations et les collectivités. Donc si on est ici aujourd'hui, c'est pour montrer que les associations, on a surtout touché des associations qui sont impliquées de façon thématique, à la fois dans l'environnement ou dans l'éducation à la santé, mais finalement pas forcément les associations qui représentent le grand public comme vous. Voilà, il a permis également, je ne cite pas tous les items, mais vous les retrouverez, d'identifier et de déployer sur l'ensemble du territoire des démarches innovantes et efficientes. Et vendredi, lors du forum, nous avons remis 10 prix à 10 projets qui nous paraissaient vraiment probants sur les actions qui ont été mises en œuvre par le PRSE PACA. Et vous pourrez retrouver donc sur le site du plan régional santé-environnement, il est inscrit sur ce petit livret, mais c'est PRSE-2